Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je vous présente tout de suite mes invités. Natacha Valla est avec moi. Bonjour. Bonjour. Économiste à la Paris School of Economics. Éric Heyer, bonjour. Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Et Jean-Marc Vittori, bonjour. Bonjour. Éditorialiste aux Échos. Emmanuel Macron a lancé la deuxième phase des réformes sociales du quinquennat. Formation, apprentissage, assurance chômage. Objectif, apporter de nouvelles protections. Le président français a reçu les parlementaires, les partenaires sociaux. L'assurance chômage, alors comment la réformer? Comment indemniser les indépendants et les démissionnaires? Est-ce un gouffre financier? Quelques réactions, on en débat ensuite. Ce sont des sujets qu'on traite depuis des années en France. On tourne en rond depuis peut-être 20-30 ans. Et enfin, on peut peut-être se dire, on va sortir de ce cercle vicieux qui nous entraîne tous, je dirais, dans du chômage de longue durée. Je crois que sur le fond, nous avons un désaccord. C'est plutôt que de réduire les dépenses comme le propose le gouvernement en matière de chômage, il faut augmenter les recettes. Et la meilleure façon d'augmenter les recettes, c'est qu'il y ait plus de cotisations. Partir d'un régime déficitaire pour l'élargir et entre guillemets, entrouvrir d'autres failles potentiellement déficitaires du régime, c'est une question à laquelle moi j'ai demandé une réponse. Comment vous pensez, Monsieur le Président, résoudre cette équation qui n'est pas facile? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'aller vers une universalisation des droits totale. Je crois qu'il faut continuer de bâtir des droits qui soient liés à de la cotisation. Le moment de la sécurité pour les salariés, le moment de l'accompagnement dans leur parcours professionnel, il est venu. Donc on verra dans les semaines à venir si ce message est entendu. Mais je le dis avec force, s'il n'est pas entendu, je pense qu'il y aura des tensions. Vous êtes d'accord donc avec Laurent Berger, c'est le moment de la sécurité après donc la flexibilité qui était la réforme du Code du travail? Moi, il me semble que c'est la philosophie en tout cas. C'est l'ensemble des réformes, il faut le prendre comme un tout. C'est-à-dire qu'on a eu le Code du travail, il y a l'assurance chômage. Il faut savoir qu'avec l'assurance chômage, il y aura aussi l'apprentissage et la formation professionnelle. Et tout ça, ça doit rentrer en cohérence. Maintenant, sur le point spécifique de l'assurance chômage, effectivement, moi, je pense que ce qui est proposé, ça ouvre des idées auxquelles il faut réfléchir. Est-ce qu'on a envie d'aller vers l'universalité ou en tout cas vers l'uniformisation des régimes? Je pense que c'est quand même intéressant de donner de la sécurité indépendamment du statut de tout un chacun. Voilà, donc, cette idée-là, c'est assez fondateur. Ça s'inscrit complètement dans la logique de la portabilité des droits, de la fluidification sur le marché du travail entre différentes sphères, entre différents statuts, entre le public et le privé. Donc tout ça, je pense que ça va vraiment de l'avant pour offrir un filet de sécurité à tout le monde et permettre à cette fluidité sur le marché du travail de se concrétiser. Éric Heyer, alors là, effectivement, le temps est différent puisque le projet de loi est pour 2018 et non pas pour dans 100 jours, comme c'était le cas pour le Code du travail. Donc il se donne du temps, le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que finalement, il finira par renoncer ? Alors, non, mais c'est un peu le risque, effectivement, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Natacha Valla, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre toutes les réformes. Et d'ailleurs, on aurait souhaité, à la limite, que tout se fasse en même temps, si c'était possible. C'est-à-dire qu'on aille vers un code du travail plus flexible, en tout cas qui s'adapte mieux à la nouvelle réalité du marché du travail, mais en accordant tout de même des filets de sécurité en contrepartie. Là, on voit bien qu'il y a un décalage. Le problème du décalage, c'est que plus il est grand, plus ça peut être nocif. Donc vous avez des doutes ? Des doutes, non, mais effectivement, moi, à la limite, c'est pas très important que j'en ai, mais il faudrait qu'à la fois les partenaires sociaux en aient peu, et puis que aussi, vous voyez, le problème de trop de flexibilité, à la limite, c'est que le comportement des agents puisse changer. Imaginons que la personne se dit, il n'y aura jamais le filet de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont un peu plus épargner, ils vont un peu moins se loger, et donc, globalement, l'économie va un tout petit peu en pâtir. Donc, il ne faut pas justement qu'il y ait ce cercle vicieux qui s'enclenche, et donc donner tout de suite les filets de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça arrive vite. Et aujourd'hui, peut-être, moi, le seul doute que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment qu'un point très personnel, qu'aujourd'hui, la logique de ces réformes ne soit pas une logique qui ait pour but final, quand même, de faire des économies. Et si c'est cela, le filet de sécurité, ça moindre. Rappelons, le candidat Macron a promis de faire 10 milliards d'économies structurelles, parce que dans les 60 milliards d'économies structurelles dans lesquelles il s'est engagé, il y en a 10 sur l'assurance chômage. Alors, soit c'est pas structurel, et il ne fallait pas les mettre là-dedans, soit c'est structurel, ça veut dire que le filet de sécurité, où on ouvre aux indépendants, on ouvre à plus de personnes, il va falloir en plus économiser 10 milliards. Donc, alors qu'elle est coûteuse, cette réforme. Et on va y revenir. Jean-Marc Vittori, ils ont raison de tabler sur 2018 ? Ou est-ce qu'il fallait au contraire être plus rapide ? D'abord, Emmanuel Macron fait ce qu'il avait dit quand il était candidat. Il avait dit qu'il commencerait par la réforme du droit du travail, qu'il le ferait par ordonnance, ce qui permet d'aller vite, et qu'ensuite, il y aurait toute une série d'autres volets qu'il faut regarder dans leur cohérence. Et ces autres volets, ils ne passent pas par ordonnance, donc ça prend plus de temps.
Donc ça, c'est inévitable. En plus, il a dénoncé du temps de François Hollande, il faut le rappeler, Emmanuel Macron, justement, c'est qu'on remette au calendrier grec. Non, mais là, c'est pas remis au calendrier grec. Mais il avait dit qu'il ferait des réformes par ordonnance. Il les a faites rapidement. Maintenant, il fait d'autres réformes qu'il ne fait pas par ordonnance. Ça ne peut pas prendre moins de temps. Donc c'est tout à fait normal, avec le risque effectivement qu'en s'étalant dans le temps, on perde un peu de l'énergie réformatrice. Est-ce que ça peut être un gouffre financier? Alors ensuite, la réforme de l'assurance chômage. Il y a une contradiction évidente. D'un côté, il y a l'intention de faire des économies, de l'autre, d'étendre un système. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Si on veut étendre le système, ça veut dire que davantage de chômeurs vont bénéficier d'indemnités. Et donc ça, est-ce qu'on augmente les cotisations de tout le monde? Ça paraît difficile. Est-ce qu'on augmente les cotisations des indépendants qui bénéficieraient de ces indemnités? Ils seront extrêmement chatouilleux avec personne ne le souhaite, motivation pour le des faire. Oui, mais bon, mais vous ne pouvez pas à la fois étendre un régime, faire que ce régime soit très protecteur ou aussi protecteur que ce qu'il est aujourd'hui, et en même temps dépenser beaucoup moins d'argent. Là, il y a une contradiction fondamentale. Vous avez fait une évaluation dans les Échos. J'ai vu 8 à 14 milliards d'euros la première année en coût de cette réforme de l'assurance chômage, 3 à 5 milliards d'euros les suivantes. Donc il va falloir les trouver, Natacha Valla. Oui, ça paraît être un gouffre tout de même. En question sous-jacente de cette transformation-là, c'est qu'on passe d'une logique d'assurance, donc d'assurance par rapport à un aléa qui vous arrive quand vous perdez votre travail, à une logique de compensation. Et cette compensation-là, qui serait universelle, il faut effectivement la faire porter de façon budgétairement équilibrée. Alors, pour être clair, ça veut dire que lorsque vous démissionnez, vous avez le droit au chômage. Et ça, pour moi, c'est nouveau. C'est complètement nouveau et c'est un vrai changement dans la philosophie. On sort vraiment de la logique d'assurance. Et donc, on doit sortir aussi d'une logique de déséquilibre budgétaire, finalement, du système de financement. Est-ce que ça doit rester dans des conditions de financement inchangées? Moi, j'ai du mal à voir que ce soit possible. Donc, il faudra avoir une vraie augmentation, parce qu'en fait, l'idée, c'est également de le financer par l'impôt. Plutôt que de le financer par les cotisations. Donc ça veut dire quoi? On augmente la CSG? Non, mais effectivement, puisqu'on passe d'une logique, comme l'a rappelé Natacha, d'une logique assurantielle à une logique un peu universelle, il faut... De solidarité. De solidarité. De l'assurance à la solidarité. Et donc de la cotisation. Et donc il faut sortir, à Beveridge. Et donc il faut sortir le financement des cotisations, et donc ça baissera le coût du travail. Et il faut le financer par un impôt, soit la TVA, soit la CSG, soit pourquoi pas un peu d'IS, parce que les entreprises peuvent y participer aussi à l'impôt sur les sociétés. Baisser l'impôt sur les sociétés. Mais voilà, c'est là la quadrature du cercle dont Jean-Marc évoquait tout à l'heure la complexité, c'est-à-dire que tout cela, soit vous augmentez c'est un prélèvement obligatoire inchangé, mais c'est un transfert, mais après il y a une histoire de coût qui est relativement important. Pour revenir pas un peu à la problématique du revenu universel, c'est-à-dire c'est très bien, ça universalise, ça fait que tout le monde peut en bénéficier, mais en fait derrière, comment on le finance? Oui, non, ça pose effectivement ce problème. Alors après, sur les démissionnaires, je pense que c'est extrêmement intéressant. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu inégalitaire. On voit bien que ceux qui vont être tentés, c'est pour ça que l'évaluation du coût est très compliquée, parce qu'on ne sait pas comment les comportements vont changer. Mais ceux qui ont intérêt à le faire... Muriel Pénicaud a dit que vous étiez à côté de la plaque. Non, mais c'est pas... D'ailleurs, je crois que ce n'est pas les Échos. Pour être franc, ce n'est pas les Échos. C'est bien d'avoir essayé, en tout cas. C'est l'UNEDIC qui avance ce chiffre-là. Mais on voit bien qu'effectivement, si tout le monde le fait, c'est une fois tous les 5 ans, le coût peut être extraordinaire. Mais on voit bien que qui a intérêt à le faire? Ce sont des personnes qui ne sont pas trop éloignées du marché du travail, et en sachant qu'en démissionnant, ils vont avoir quelque chose et qui pourront retrouver assez facilement un emploi. Quelqu'un qui est très éloigné du marché du travail, c'est très risqué de démissionner. Et donc là, on voit bien que les cadres, les personnes qui sont tout de même avec un taux de chômage extrêmement faible dans leur catégorie, c'est effectivement un bénéfice pour eux parce qu'ils peuvent en bénéficier, tandis que des personnes qui sont plutôt dans le bas de l'échelle ne vont pas prendre le risque de démissionner sans avoir une probabilité de retour à l'emploi. Donc si on n'augmente pas les cotisations, si on n'augmente pas les impôts, on peut baisser les indemnités, Jean-Marc. Ça reste le dernier levier. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un système certes universel, mais avec une indemnité chômage bien réduite. Ça paraît effectivement une voie possible. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit politiquement jouable. Il y a peut-être moyen de jouer sur la durée des indemnités, même si les économistes expliquent souvent que quand on raccourcit la durée des indemnités, les chômeurs retrouvent des emplois qui leur correspondent moins et que quand on regarde la solution de manière globale, ça n'est finalement pas très efficace.
Donc, quelles seraient les solutions possibles, Natacha ? Une autre solution, c'est de réfléchir à l'échelle et à la dispersion des indemnités. C'est vrai qu'en France, on est un des pays où la dispersion, la différence entre les montants touchés en termes d'allocation chômage est très différente entre les individus en fonction de ce que vous avez. Pourtant, elles sont déjà plafonnées. Non, mais elles sont plafonnées, mais il y a quand même à plus de 5 000 euros par mois. Donc, si vous regardez dans des pays aussi différents que le Danemark et le Royaume-Uni, on a des plafonds qui sont autour de 1 500 ou 2 000 euros par mois. Donc ça n'a rien à voir. Donc on baisse les indemnités. Oui, mais non, mais attention, parce que nous, on est indemnités. Les plus élevés. On est dans l'assurantiel, c'est-à-dire que effectivement les cadres qui ont jusqu'à plus de 5 000 euros d'indemnité ont cotisé beaucoup plus aussi. Donc puisque c'est une assurance, c'est normal. Si vous baissez maintenant l'indemnisation pour les cadres vont dire mais je veux cotiser moins. Et là, dans ces cas-là, ça serait déficitaire parce qu'en fait, les cadres ont une probabilité d'être au chômage extrêmement faible et donc cotisent plus que ce qui ne coûte. Donc ça veut dire que si vous passez à une indemnisation un peu plus forfaitaire, il faut encore plus aller vers de l'impôt et pas vers de la cotisation. Et donc c'est un changement complet du système, mais c'est pas paramétrique. Là, on change de système. Mais c'est ce qui est peut-être intéressant justement, Jean-Marc Vittori, de changer le système. Enfin, ça fait partie justement de la réforme globale. Maintenant, effectivement, est-ce qu'elle est utopique ou pas? Enfin, ça reste une question. Alors, la France est championne du monde des cotisations sociales. Quand on rapporte les cotisations sociales au PIB, la France est championne du monde. Ça pose toute une série de problèmes aux entreprises parce que ça veut dire qu'il y a une charge qui repose sur le système productif plus que partout ailleurs. Et donc, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il faut sans doute, pour avoir un système plus efficace, basculer une partie des cotisations sociales qui relèvent en fait de la solidarité sur de l'impôt. Et donc, c'est une façon d'y parvenir. Alors, est-ce qu'on y arrivera comme ça? Ça, c'est la question suivante. Mais oui, ça va plutôt dans le bon sens, a priori. Et l'augmentation de la CSG de 1,3, est-ce qu'elle inclut le financement de cette réforme? En partie, mais sur des scénarios un peu favorables, de toute façon. Mais il y a des cotisations chômage qui sont enlevées. Donc, effectivement, ça c'est en partie. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc, on a l'impression que le candidat ultime ne serait pas le chômage, parce qu'il y a quand même de l'assurance, mais plutôt la famille ou une partie de la maladie qui sont vraiment des dépenses universelles. Donc, il faudrait d'abord sortir toutes les cotisations familiales et en partie de maladie, alors que le chômage, tant qu'on est dans l'assurance, on peut se dire, c'est une assurance, quoi. Merci à tous les trois. En tout cas, on se retrouve après le journal pour la deuxième partie de l'émission.